terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité, c'est Martial Fraisse, docteur en pharmacie, membre de l'Académie nationale de pharmacie, pour parler de cette grève inédite des pharmaciens. Hier, 9 pharmacies sur 10 ont suivi la grève fermée. Quels étaient les mots d'ordre de cette grève et quelles sont les revendications et les inquiétudes de la profession ? Alors, bonjour à tous, merci de me recevoir. Cette grève a été très suivie, comme vous le dites. Ça a été même presque étonnant. L'Académie est, je dirais, un témoin privilégié de tout ce qui se passe au niveau pharmaceutique. Et 9 sur 10, c'est vraiment important et ça montre bien l'inquiétude des pharmaciens. Alors, nos motivations, principalement, et les motivations des pharmaciens, c'est l'inquiétude qu'ils ont de fournir des médicaments de façon régulière à leurs patients, notamment les patients chroniques, en voyant que toutes les classes médicamenteuses sont touchées. Les antiépileptiques, les antibiotiques, les antidiabétiques, que ce soit oraux ou injectables, on a énormément de classes touchées et qui provoquent des ruptures de parcours de soins. Actuellement, même nos confrères hospitaliers ont du mal à trouver de la rifampicine, et nous également, pour soigner les cas de tuberculose. Donc, mais d'où ça vient cette pénurie de médicaments ? C'est pas nouveau. On a déjà eu des alertes cet hiver et auparavant. Comment on en arrive là, à ce degré d'effondrement du système de santé ? Alors, pour vous remettre dans le contexte, en 2010, on avait 40 lignes de pénurie, donc 40 lignes de médicaments, 40 sortes de médicaments qui manquaient. En 2018, 320, 350, et là, on a passé les 4200 lignes. C'est-à-dire qu'on est sur près de 20-25% du répertoire national. Un quart de médicaments qui vient manquer. Oui, qui manquent régulièrement, et avec, je dirais, une angoisse des malades, une angoisse même des pharmaciens qui sont là pour leur fournir les médicaments dont ils ont besoin. Alors comment on arrive à ça ? Principalement par l'éloignement des chaînes de production, c'est-à-dire que quand vous avez des molécules qui sont fabriquées en Chine ou en Inde, qui sont nos molécules primaires, ce qu'on appelle les API, ensuite le façonnage peut se faire en Europe, voire en France, le moindre grain de sable dans la chaîne, c'est-à-dire ça peut être un cargo qui bloque Suez, ça peut être une grève dans une usine, un incendie, ça peut être toutes sortes de choses, fait que le médicament peut tomber en rupture. Et il y a un autre phénomène qui est arrivé, c'est l'inflation. C'est-à-dire que pour l'économie, on voit que la France va être notée ce soir par Standard & Poor's. Oui. Pour pouvoir avoir une économie saine au niveau des dépenses de santé, le médicament a toujours été une variable d'ajustement. Donc on a toujours diminué le prix du médicament et on a continué à le diminuer alors qu'on a une inflation qui s'est installée depuis plus de 3 ans. Donc à partir de ce moment-là, l'inflation étant là et une diminution des prix, on est dans un monde compétitif, même au niveau européen. Si vous voyez la différence entre, par exemple, si on prend l'amoxicilline qui a été en rupture pendant longtemps, 30 gélules d'amoxicilline en Belgique, c'est autour de 18 €. 30 gélules d'amoxicilline en France, on est environ à 4-5 €. Donc, quand on est sur des écarts aussi importants, il est évident que les exportateurs, les importateurs et les laboratoires vont favoriser le plus offrant. Un autre paramètre dans la rupture, c'est que avant, si on avait une production qui était de 100, la demande mondiale, elle était à peu près de 95-98, si bien que les pays qui achetaient pas cher, la France comme la Grèce, trouvaient encore à se fournir. Mais les pays émergents commencent à consommer eux-mêmes. La production, elle a augmenté, mais elle est toujours de 100, et la demande est de 110. Et à partir de ce moment-là, les pays qui essaient d'acheter le moins cher pour avoir des finances, on pourrait dire, de santé vertueuses, eh bien, ne peuvent plus se fournir. Mais là, on voit bien qu'il y a un jeu de l'offre et de la demande où les labos essayent de faire monter les prix. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion qui pourrait avoir lieu sur la réindustrialisation, mais aussi sur une filière étatique du médicament ? Puisque la santé, c'est quand même important et on est censé... Cette réflexion, elle existe depuis des années. Ouais. En 2018, on pouvait citer déjà l'entreprise américaine qui est une association Civica. Alors tout le monde dit Civica, mais c'est de la folie. Mais Civica, c'est une association à but non lucratif. On pourrait dire dans la bouche des Américains, c'est un gros mot. Et maintenant, ils l'ont fait. Actuellement, Civica fournit plus de 50 millions d'Américains avec des médicaments peu chers. Et le Congrès américain a limité à 50% la fourniture du marché américain, en sachant que les acteurs qui ont créé Civica, c'est l'armée américaine. Nous avons des chaînes de production aussi en France. Il y a des chaînes de production d'armée en Allemagne, pareil, militaire, Espagne, Italie. Et
recréer un noyau dur comme ça a été fait aux États-Unis pour avoir un consortium pharmaceutique, ce serait possible, mais ce n'est qu'une partie du problème. C'est-à-dire que l'AP-HP, la Sciences publiques des hôpitaux de Paris, est capable de fabriquer, mais il faudrait vraiment coordonner tout cela pour avoir une capacité d'un public de production pour faire le lien, et également revoir au niveau européen, parce que la France n'est pas suffisante à elle toute seule, pour pouvoir organiser le marché du médicament. Donc il faut que les Européens se mettent ensemble pour pouvoir être, je dirais, suffisamment puissants par rapport aux acteurs producteurs, aux laboratoires, pour déterminer une politique commune. Seulement le problème, on n'a pas de politique commune. C'est pas ça, justement, on nous vend l'Europe à longueur de plateau en disant on est plus fort ensemble, on a l'impression qu'en réalité non, rien ne se fait. Mais on n'a pas tous les mêmes problèmes. Vous avez une Europe vertueuse au nord, une Europe un peu plus dépensière, la France en fait partie avec un déficit qui est critique. Et à partir de ce moment-là, nous n'avons pas les mêmes soucis. La Suède a décidé, elle, de payer très cher les médicaments pour avoir très peu de ruptures. On arrive à avoir des écarts de prix, notamment pour un produit de chimiothérapie, de 1 à 37. Si c'est 1 en France, c'est 37 en Suède, au niveau prix d'achat. Donc on voit bien que cet écart n'est pas jouable et que sans avoir une bonne coordination entre les différents pays européens, nous n'y arriverons pas. Que ce soit pour les médicaments dits matures, c'est-à-dire tous les médicaments qu'on a en générique dans les pharmacies, qui sont très bon marché, mais maintenant qui sont tellement bon marché en France qu'ils auraient tendance à éviter le marché français. Que ce soit aussi, et ça c'est la Cour des comptes qui l'a dit cette semaine, d'avoir une surveillance un peu plus attentive sur le prix de remboursement et le remboursement des traitements de chimiothérapie, qui représentent quand même 6 milliards d'euros. Donc le marché du médicament en France, c'est un tout. Et le résultat, c'est qu'actuellement, on a des manques et que les patients en souffrent. Les pharmaciens en souffrent pour leurs patients parce que pour un pharmacien, il n'y a rien de pire que de dire « je n'ai pas ». Et donc notre grève était, je dirais, motivée par cela, mais aussi également par le fait que il n'y a pas de reconnaissance de l'inflation dans les honoraires des pharmaciens. Et que plane aussi une sorte de miroir aux alouettes qui ferait croire aux institutionnels ou aux politiques que la dérégulation et la vente sur Internet de médicaments pourraient pallier à la rareté du produit. Et là, il faudrait faire très attention, parce que quand on parle de dérégulation ou voire de financiarisation, ça veut dire que ce sont souvent des acteurs financiers extérieurs au pays qui rentreraient, tout simplement parce que l'État français et notre système d'assurance maladie est quelqu'un de solvable, et pourrait permettre à des éléments extérieurs de s'enrichir finalement sur le travail des travailleurs français. Ouais, mais il y a quand même, c'est extrêmement inquiétant cette image du système de santé français. On voit l'état de l'hôpital public, les urgences qui alertent, urgences fermées, etc. Maintenant, les pharmaciens qui alertent aussi sur la rupture des médicaments. Est-ce que vous avez eu des échos ou un dialogue avec le ministère de la Santé sur ce qui pourrait être fait dans l'immédiat pour les patients? Alors, on parle de coordination. La directrice de la NSM a quitté son poste et un des 2 griefs qui lui était reproché, c'était le manque de coordination qu'il y a eu entre les pharmaciens et les laboratoires. Mais pour la NSM, il faut bien se rendre compte que c'est quasiment impossible d'avoir une coordination facile, c'est-à-dire qu'on remplit énormément de papiers, on fait beaucoup d'administratifs à partir du moment où on n'a pas de médicaments disponibles. Vous pouvez regarder à la loupe le vide, c'est toujours du vide. Vous photographiez l'état des ruptures, mais j'ai toujours dit, la photo d'un pont en ruine n'a jamais fait traverser la rivière. Donc actuellement, on devrait surtout, je dirais, se focaliser sur les chaînes de production qui sont proches de la fermeture en France, parce que il y a un manque d'accompagnement, je dirais, de l'État pour les aider à se moderniser, les aider à se mettre à niveau. Il faudrait surtout pas perdre ce qui reste. Il faut absolument préserver nos chaînes, parce que si les chaînes ne deviennent plus rentables, puisque pour fabriquer, il faut de l'énergie. Donc l'énergie, on en a besoin. L'énergie la moins chère, c'est ce qui fait une industrie. Et il faut absolument les aider à se mettre au niveau de leur fonctionnement et éviter les fermetures.
il faudrait tout répertorier, voir ce qui ne va pas, et que les services de l'État accompagnent. Sur cet état des lieux, il est fait, non? Les services de l'État fonctionnent très bien, ils contrôlent, mais là, il faudrait accompagner les entreprises pour éviter, on pourrait dire, la rupture de fabrication. Dire à un moment, oui, là, ça ne va pas, mais il faut absolument tout de suite mettre en route toutes les œuvres possibles ou toutes les aides possibles pour que les chaînes de fabrication ne s'arrêtent pas. Et aujourd'hui, quels sont les principaux médicaments, enfin, où là il y a un danger vital si ces chaînes sont en rupture, comme c'est le cas actuellement? Les antibiotiques, principalement. Mais alors, les façonniers qui fabriquent des produits injectables, parce que la chaîne des produits stériles injectables est excessivement fragile et sur des normes. Et ça, faut rassurer les Français. Si on a des problèmes, souvent c'est pour des lots qui sont refusés également, tout simplement parce que le contrôle est très strict. Donc nous avons des médicaments de qualité. Si on veut garder ces médicaments de qualité, surtout garder des médicaments disponibles, il faut vraiment que la mise en œuvre des actions soit dans le même sens. La FDA aux États-Unis est devenue accompagnatrice. C'est l'autorité qui autorise les médicaments. L'agence du médicament américaine. Elle aide énormément les industriels pour être à niveau. Et le fameux Civica, c'est quoi? C'est 2500 hôpitaux, des grosses usines de production, et il y a un accompagnement pour aider à produire. Il faut que les Français se rendent compte, et nos institutionnels, que produire du médicament, c'est produire de la richesse. C'est vendre pour des pays qui n'arrivent pas à le produire également. Alors, il ne s'agit pas de dire, ah oui, mais ils vont s'en mettre plein les poches. Mais non, le médicament, c'est un bien commun. Oui. Et il faut raisonner au niveau européen. L'Agence européenne du médicament existe pour essayer de mutualiser les efforts pour pouvoir et les dossiers pour pouvoir continuer à travailler. Et donc actuellement, qu'est-ce qu'on verrait? Plutôt, on verrait des chaînes qui quittent la France parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre à niveau, qui vont en Pologne, qui vont en Tchéquie, qui vont en Slovaquie. Pourquoi? Parce que là-bas, ils ont un accompagnement direct pour pouvoir continuer à produire, et que ces pays sont en train de se spécialiser dans la fabrication de médicaments. L'Italie nous a remplacés d'ailleurs. C'est un choix stratégique en fait, de dire que finalement la France laisse tomber la filière médicaments, et tous ces discours sur la réindustrialisation, sur la capacité aussi de souveraineté sont en fait du vide. Non, c'est pas du vide, parce que je pense qu'on est en train de louper une étape. C'est-à-dire qu'on passe tout de suite à l'étape d'après. C'est-à-dire que on a le plateau de Saclay avec des ingénieurs brillants. Et on a des techniques de fabrication de molécules qui vont nécessiter moins d'énergie, qui seront plus durables, avec des centrifugeuses, avec toutes sortes de moyens qui vont permettre de faire de la chimie plus propre. Mais la difficulté, c'est que c'est pas pour demain. Le temps qu'on installe là, ça, il faut faire le reste. C'est-à-dire qu'on fait énormément d'efforts sur la grande innovation, mais pas assez sur le maintien de ce qui existe. Et il faut bien raisonner sur le fait, par exemple, quand un patient traverse la frontière allemande pour aller chercher son médicament qui manque en France et qui va en Allemagne, en Belgique ou en Italie, l'assurance maladie le rembourse sur le prix qu'il a payé en Italie, en Allemagne ou en Belgique, c'est-à-dire beaucoup plus cher. Donc, il y a un juste milieu pour les choses, mais il faut avoir une coordination. L'Académie nationale de pharmacie, depuis des années, elle conseille ou elle préconise la mise en place d'une sorte de coordonnateur auprès du Premier ministre, pour que tous les ministères aient un seul interlocuteur par rapport aux médicaments. Parce qu'actuellement, quand vous êtes divisé entre le ministère des Finances qui fixe les prix, l'Agence du médicament, le ministère de la Santé, la Haute Autorité de Santé, qui est une autre agence qui a son intérêt, mais que tout le monde ne se parle pas, et la Cour des comptes qui arrive après pour dire « Ah non, il fallait faire attention ». Donc, on a des compétences, mais on manque d'efficacité. Alors c'est peut-être même, je dirais, d'agilité. Parce que quand on a autant de compétences, autant de gens bien formés, on devrait pouvoir faire quelque chose d'important. La France a toujours été un acteur majeur de la pharmacie. Et là, on est en train de disparaître, on est remplacé par nos voisins italiens. Mais moi, je refuse de cet état de fait. Nous refusons à l'Académie. Nous avons encore des formations de qualité. Je dirais même qu'il faudrait même augmenter le numerus clausus, parce que j'ai toujours dit, ça se trouve j'ai un étudiant peut-être qui sera digne d'un prix Nobel. Mais pour celui-là, il fallait l'avoir. Et donc, ce n'est pas un risque de former. C'est un coût, c'est vrai, mais former plus de pharmaciens
comme de plus de médecins, plus de sages-femmes et ainsi de suite. C'est créer un réseau solide pour prendre en charge les patients. Autre sujet, c'est justement la désertification médicale. Est-ce que les pharmacies sont soumises aussi à cette loi de la fermeture et finalement des citoyens français se retrouvent très loin de l'accès aux soins, y compris d'une pharmacie? Ce n'est pas encore le cas, mais ça va le devenir. C'est-à-dire que si on regarde l'âge moyen des pharmaciens en France, beaucoup de pharmacies où le pharmacien est seul avec sa préparatrice, son préparateur, un adjoint ou une adjointe à mi-temps ou à temps plein, dans le meilleur des cas, ça veut dire qu'il va être ouvert 52 heures par semaine, va effectuer des gardes de nuit de jour, et cette perspective pour des jeunes n'est pas toujours engageante. Donc c'est pour cela qu'il vaudrait, je dirais, avoir, comme c'était le cas avant, suffisamment de pharmaciens pour pouvoir occuper ces postes et être à proximité de la population. La crise de la Covid a montré à quel point la proximité était importante. C'est-à-dire que s'il y a un réseau qui a bien tenu le choc, c'était les pharmaciens. Et quand on voit, par exemple, la téléconsultation par les médecins, notamment sur les angines, quand le médecin prescrit un TROD angine, il se présente dans une pharmacie de briques et de mortier, comme on le dit, pour pouvoir faire le test et avoir la délivrance de l'antibiotique. Donc la présence des pharmacies au cœur des territoires est vraiment importante. Ouais. Et ça, justement, ça a été une des motivations de la grève, parce que on a peur que beaucoup de pharmacies ferment parce qu'ils ne trouvent pas de repreneurs. On l'a vu en Bretagne, on l'a vu dans des reportages. Écoutez, il y a quand même des pharmaciens qui sont formés. Il faudra en former plus pour pouvoir reprendre ces pharmacies et avoir un exercice qui soit suffisamment, je dirais, de qualité. En Belgique, l'année dernière, les honoraires des pharmaciens ont été revalorisés de 8%. Cette année, de 6%. Les honoraires, depuis 2017, en France, ils n'ont pas été revalorisés. Donc, vous voyez, tout ce décalage entre le discours ambiant, l'inflation qui s'est installée, et les moyens que l'on peut donner aux équipes, parce que nous suivons les équipes. Les équipes ont besoin d'une reconnaissance. Et la réalité des choses fait que les pharmaciens sont très inquiets. Merci beaucoup, Martial Fraisse, docteur en pharmacie, membre de l'Académie nationale de pharmacie, d'avoir expliqué cette crise du médicament et de la pharmacie en France. Merci à vous. Merci à vous.